Merci Guy. Donc on a déjà quelques questions. La première, c'était pour Catherine. C'était une question d'Armand Gironde. Alors peut-être que, comme tout à l'heure, je vous ai cité, maintenant vous pouvez peut-être citer vous-même votre question. C'est à propos des circonstances sur la prise, enfin sur le fichage d'ADN en gros. Armand Gironde, si vous êtes dans le coin, sinon je peux la résumer. Armand. Bon, en résumé, c'est quels sont les motifs et circonstances qui permettent la prise de l'ADN, quels sont les motifs pour le refus et les risques encourus. Alors, au départ, hein, c'était une prise d'ADN. Enfin, quand le fichier a été créé en 98, il était à destination des délinquants condamnés pour infractions sexuelles. Et puis ensuite, il y a une série de lois qui ont été votées, qui ont conduit à une extension assez notable de l'inscription au fichier. Et en fait, sont concernées toutes les personnes qui sont condamnées ou mises en cause pour une grande catégorie de délits, y compris de délits, de crimes bien sûr, mais aussi de délits. Et donc, typiquement, la dégradation de matériel rentre dans le cadre de l'inscription au fichier. Donc, je précise, hein, pas forcément quand on est condamné, puisque dans ma mémoire, près de 70% des personnes qui sont inscrites au fichier l'ont été alors qu'elles étaient mises en cause sans avoir été condamnées. Et donc, si on refuse la prise d'ADN, on est passible de, si ma mémoire est bonne, 15 000 € d'amende et un an de prison. Ça, c'est les peines maximales encourues, qui sont, à ma connaissance, rarement données comme telles. Mais enfin, il y a un certain nombre de personnes qui sont régulièrement condamnées pour ces refus. Les motifs des refus sont assez variables, mais le plus souvent, les gens font valoir que, en tout cas pour ce qui concerne les refus dans le cadre d'actes militants, c'est le point de vue qui consiste à dire ce n'est pas parce que, voire même c'est le contraire, je participe à des actes militants contre les OGM, pour reprendre le propos de Guy, ou les actes dans le cadre d'actions syndicales, que pour autant je suis un criminel potentiel et donc je refuse de rentrer dans ce fichier de criminel. D'autres s'interrogent de façon plus générale sur quels sont les usages qui pourraient être faits de ce fichier dans d'autres circonstances, à partir du moment où la constitution du fichier est faite et peut être potentiellement utilisée comme un fichier de délinquants. Voilà, ça fait partie des motifs de refus, mais en fait, c'est assez varié, donc je ne me fais pas ici la porte-parole de tous les motifs. Merci. On a une autre question qui est pour toi de Patrick Maupin, qui demandait quel espoir de faire partager. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais des collègues généticiens avec qui tu as pu évoquer ou travailler sur ces questions de témoignage dans les procès. Et quel espoir de faire partager dans ton milieu professionnel ta vision citoyenne et engagée. Donc, on va un cran au-dessus. Vas-y, Patrick, vas-y. Oui, oui, en fait, j'ai trouvé ton témoignage évidemment très stimulant et intéressant. Après, évidemment, compte tenu des difficultés que tu sembles quand même avoir eues pour faire partager un peu cette vision dans ton milieu professionnel, moi je rebondis sur un autre milieu professionnel que je connais un peu en tant que responsable de Greenpeace et qui est représentant au sein de la commission d'information nucléaire du Blayais, où évidemment c'est un milieu professionnel composé par moments de gens qui sont issus de mines et polytechniques. Et j'ai quand même l'impression d'avoir affaire à un bloc monolithe qui est à des années-lumière de la réflexion et de la vision que toi tu as eue en tant que chercheur. Voilà, c'était un petit. Mais ça me semble effectivement intéressant de savoir dans ta pratique et dans ta vision comment tu envisages de faire évoluer peut-être la vision de ton milieu professionnel. J'ai quelques éléments de réponse. Encore une fois, je ne vais pas être exhaustive, mais d'abord, c'est un milieu de recherche, ce n'est pas un milieu d'ingénieur. Là, je parle d'un milieu de chercheurs en génétique, hein, donc qui sont qui sont dans des universités ou dans des organismes de recherche, donc avec une culture, et dans la génétique humaine, certainement plus encore que dans d'autres points de la génétique, qui est quand même une discipline qui a une histoire assez chargée,
Je pense bien sûr à la question des politiques eugénistes qui ont été mises en place dans un grand nombre de pays, beaucoup avec la contribution des généticiens de l'époque qui étaient donc des eugénistes. Donc il y a une culture de réflexivité, même si elle tend un peu à s'amenuiser ces temps derniers avec la montée en puissance des technologies au sein de la génétique humaine. Donc un milieu d'abord de chercheurs avec des discussions internes, et elles sont encore très vives aujourd'hui sur plein de sujets. Après, je pense que ce qui a été particulier dans le cas ici, c'est que la façon, la forme que la génétique prend dans ces procès n'est pas la forme que les uns et les autres nous avons de notre pratique de la génétique. C'est-à-dire, en fait, la génétique, les usages judiciaires de la génétique font preuve de très peu de recherche dans les cercles académiques. C'est la génétique médico-légale est un peu présente dans certains laboratoires, mais c'est quand même assez marginal. Il y a assez peu de recherche académique sur ces questions. On travaille sur des questions qui peuvent être mobilisées dans le cadre de la recherche, de l'utilisation médico-judiciaire, judiciaire de la génétique, mais c'est par la bande un peu, c'est pas directement comme ça, et du coup, ça fait une espèce de trou où c'est une technologie qui est mobilisée avec assez peu, finalement, de recherche plus fondamentale dans les universités et les laboratoires publics. Et c'est un vrai enjeu, en fait. Je pense que c'est ça qui a créé, en l'occurrence, la difficulté, parce que je sais que mes collègues sur d'autres sujets de génétique humaine sont beaucoup plus mobilisés. Mais là, il y avait cette difficulté-là de comment s'autoriser, finalement, à se sentir légitime, à aller porter une parole dans un tribunal quand ce n'est pas précisément l'objet sur lequel on travaille, et donc à être prêt à faire ce déplacement qui est un peu compliqué, quoi. Voilà, c'est des éléments de réponse un peu rapides. Alors, une série de questions par Olivier Keller. Du coup, tu as la parole. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Et merci à tous les intervenants. En fait, oui, j'ai une série de petites questions. Je me situe, donc même parcours que Guy, avec moins de compétences que lui. Membre de la Confédération paysanne, cofondateur des Faucheurs volontaires, etc., etc. Investi dans diverses associations. Puisque le sujet est quand même le droit et l'environnement globalement, je voulais simplement dire que, comme par hasard, le vivant que nous paysans traitent au quotidien, l'environnement et la justice sont des temps longs. Ils sont trop longs liés à la lisibilité de la problématique environnementale et l'irréversibilité du chemin dans lequel on va. Étant, on va dire, un actif, dans le sens fort du terme quand il le faut, je pense qu'on peut créer du droit en utilisant le droit, comme nous avons su le prouver particulièrement sur les OGM avec une patience incroyable, puisqu'on a démarré en 96 et nous voilà sur ce que Guy vous a exprimé. Mais en même temps, je me demande pourquoi on ne créerait pas du droit à travers des actions, comme on a été capable de le faire. Dans les interrogations des deux juristes, on va dire, ou compétences juridiques qui sont intervenus, on a eu des interventions qui étaient sous-entendues à la fois ciblé et à la fois pour démontrer qu'on ne pouvait pas créer du droit par absence de preuves. Et moi, je pense qu'il faut créer des preuves et les créer par des actions, mais des actions ciblées avec des intentions de revendication juridique. Et je prends pour exemple, nous avons créé du droit en faisant reconnaître dans une instance, malheureusement une seule, les comparants volontaires. Nous avons créé du droit quand on a globalement utilisé toutes les expérimentations qui n'étaient pas autorisées concernant les OGM pour revendiquer, nous, Confédération paysanne, qu'elles n'étaient pas légitimes puisqu'elles n'étaient pas autorisées. Et puis après, la société civile s'est emparée de notre problématique
et est venu se joindre à nous, et c'est comme ça qu'on a créé les faucheurs volontaires. Mais pendant le même temps, ce jeu entre un syndicat et une association et la société civile nous ont permis à la fois de gagner du droit, mais à la fois de montrer et de créer des preuves. Donc ma question globalement est-ce qu'il ne faut pas continuer dans la désobéissance avec des actions ciblées qui seront reliées et prépensées en termes juridiques? Juste pour vous situer où j'en suis, je fais partie de quelques personnes qui ont accompagné l'animation du droit juridique de la Confédération paysanne pendant la criminalisation que la justice nous octroyait liée à nos actions et la création des faucheurs volontaires. Et en animant, j'ai eu un éveil, on va dire, juridique de l'expression de nos actions qui était légitime pour nos revendications. Conclusion, je pense qu'il va falloir à la fois continuer dans les visions de droit, mais en même temps organiser les actions. Est-ce que tu avais d'autres questions? Elle couvre un cadre suffisamment large, à mon avis. Alors juste avant de redonner la parole à Catherine ou Guy, on aura une session la semaine prochaine justement sur les moments où des fois l'action est à la frontière du droit, notamment avec les désobéissants, etc. Est-ce que Catherine ou Guy, vous avez des éléments à apporter à l'intervention d'Olivier? Je pense que c'était plutôt une question qui s'adressait à Christelle et Marie-Angèle. Hein. Christelle a dû nous quitter. Ah. Marie-Angèle, peut-être? Dans mon expérience, et entre autres celle des OGM, la désobéissance a vraiment créé un droit qui est extrêmement réducteur de la liberté d'entreprise en matière d'OGM. Je crois que là, c'est vraiment les mobilisations et principalement les destructions qui ont créé cette quasi-impossibilité de mettre sur le marché des organismes génétiquement modifiés pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais apparemment, ça faisait quand même partie d'un deal. Vous nous foutez la paix avec le nucléaire, avec ci, avec ça, et nous, au fond, les OGM, c'est pas trop notre tasse de thé. Je ne pense pas qu'on puisse avoir le même deal sur la question du climat qui impacte l'ensemble du système économique et pas un secteur. Donc, c'est beaucoup plus difficile, me semble-t-il. Je ne sais pas, on irait attaquer des entreprises très consommatrices de CO2 comme une cimenterie, etc. J'ai des doutes sur d'abord la facilité à le faire. C'était quand même plus facile, entre guillemets, d'intervenir dans un champ que d'attaquer une cimenterie. Donc voilà, je pense qu'il y a des limites à la comparaison. Oui, je suis d'accord avec toi sur la question du deal, parce que le deal est réel. Il concernait particulièrement avec l'État dans l'État, c'est-à-dire la FNSEA, une négociation où, grosso modo, Sarko disait « Ok, on ne veut pas d'OGM, mais vous autorisez quand même l'enrobage d'un certain nombre de semences. » Comme quoi, l'histoire se répète. Je suis d'accord et je vois la difficulté puisque là, je vais me sortir d'ici peu du comité de déontologie de l'ANSES, mais je travaille depuis 5 ans maintenant à un avis sur, dont une partie porte sur les pesticides et ça aura été extrêmement difficile. Voilà.
Merci Marie-Angèle. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Catherine ou pour Guy? Sinon, moi j'en ai une pour Guy. Est-ce que tu as ressenti une différence d'écoute du juge entre les experts que lui peut mobiliser et ceux qui sont appelés par les défendeurs en tant que témoins? Enfin, experts ou scientifiques, ça tout dépend des cas. Dans les procès auxquels j'ai assisté, les experts n'ont jamais été nommés. C'est des points proposés soit par la défense, soit par l'accusation, par la partie civile. Alors, l'écoute des juges, je pense aussi que, je dis tout à l'heure qu'au début, de nombreux juges disaient que c'était leur sujet, même si par politesse, on ne renvoie pas un scientifique ou un professeur comme un vaurien qui traîne dans la rue. Donc on le laisse parler, mais après on passe à autre chose. Mais ce qui s'est produit au cours de la dernière décennie, c'est une évolution très nette à la fois du discours des scientifiques qui sont venus témoigner, et je citerai personne, mais certains ont accepté cette évolution, mais aussi une évolution des pratiques de nos avocats. Du côté des scientifiques, ils ont fait exactement ce que Catherine a expliqué tout à l'heure. Ils sont sortis de leur propre champ de compétences, de leur laboratoire, de leur technique qu'ils ont l'habitude de tous les jours, pour se pencher sur la question sur laquelle ils étaient interpellés. Donc sur les pratiques des paysans. Les paysans ne sont pas dans le laboratoire, ça, il fallait bien qu'ils s'intéressent un petit peu à ce que font les paysans. Et aussi sur le droit. Ils viennent témoigner dans un procès. Si on répond à côté de la question, aujourd'hui on a un droit national, européen et international qui définit ce que sont les organismes génétiquement modifiés. Si on discute des différences entre deux techniques de modification génétique, au lieu de discuter des différences entre ce qui est une technique de modification génétique et ce qui n'en est pas, mais on est hors sujet. Et on a eu beaucoup de témoignages de scientifiques qui venaient raconter leurs expériences de laboratoire, mais qui n'étaient pas dans le cœur du sujet, qui aujourd'hui est très clairement qu'est-ce que c'est qu'il y a un organisme génétiquement modifié, quelles sont les techniques qui produisent des organismes génétiquement modifiés et quelles sont les techniques qui n'en produisent pas. Et c'est à partir du moment où des scientifiques sont venus témoigner sur cette question-là, et non pas uniquement sur les résultats de leurs travaux qu'ils font tous les jours, que l'écoute du juge a été beaucoup plus importante et que le juge, à ce moment-là, a accepté de rentrer dans le débat scientifique. On a eu la même évolution de la part de nos avocats, qui est aussi le choix que nous avons fait, ce qu'on demandait à nos avocats. Mais dans la première étape, jusqu'à à peu près à la loi de 2014, on avait des avocats des droits de l'homme qui plaidaient état de nécessité dans le cadre du droit de l'environnement. Et puis, surtout avec le recours au Conseil d'État, on a demandé à nos avocats de rentrer dans la problématique scientifique, donc de lire, d'écouter des scientifiques, de lire des publications. Bon, on a la chance que la compagne de notre avocat est une scientifique, ça aide pas mal. Et aussi de partir des préoccupations de leurs clients, qui étaient de faire évoluer le droit, et pas uniquement de faire de la procédure pour gagner un procès. À la limite, nous, en tout cas en tant que faucheurs volontaires, on sait qu'on va aller au procès, on ne veut pas nécessairement au procès pour gagner. C'est vrai qu'une relaxe, c'est une victoire, surtout les arguments qui justifient la relaxe sont une victoire, mais on y va d'abord pour défendre nos arguments et la légitimité de nos actions et la nécessité de changer la loi. Et ça, ce n'est pas un exercice que les avocats ont l'habitude de faire. Les avocats n'ont pas l'habitude de plaider pour changer la loi. Ils ont l'habitude de plaider pour défendre des clients en appliquant la loi.
Et donc, c'est à partir du moment où on a eu ce changement de discours, à la fois des scientifiques et de nos avocats, qu'on est passé, disons, de peines symboliques avec du sursis, mais des condamnations systématiques, à de véritables victoires juridiques, et en même temps, au niveau du Parlement, à des victoires juridiques. Je ne les ai pas toutes dans les lois, je ne les ai pas toutes citées, mais il y a aussi les lois qu'on a fait voter sur les semences, sur la limitation des droits des brevets ou la limitation des poursuites en cas de contamination par des OGM, qui sont d'ailleurs des originalités françaises et qui n'existent pas dans d'autres pays. Mais c'est parce que, en discutant avec nos avocats, on a eu nous aussi cette attitude de demander de changer la loi et pas uniquement de se défendre. Merci Guy. J'ai une question peut-être pour toi, Catherine. Concernant les témoins scientifiques qui ont été appelés, est-ce qu'il y a eu des cas de récusation? Est-ce que ça arrive, ce genre de choses, pour des raisons de partialité? Bah, écoute, ouais, non, moi, j'ai pas vu ça. Après, c'est comme le disait Guy, hein, on était appelés par la partie civile, on n'est pas des témoins ni des experts. Enfin, moi, j'ai pas été en situation d'expertise officielle. D'ailleurs, j'étais témoin, je n'étais pas expert. Donc, non. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était très long comme séminaire, peut-être que tout le monde est épuisé et qu'on peut mettre un terme. Je vais vous rappeler… Oui, peut-être, Glenn, je voulais… je ne sais pas ce qu'est devenu ce procès, celui de la ferme des 1000 vaches, mais le juge avait sorti un argument intéressant. Au lieu de foncer sur l'état de nécessité, il avait retenu le fait que les paysans qui étaient rentrés étaient lanceurs d'alerte. Et c'est un changement de fondement qui peut, de temps en temps, en tout cas, produire des effets intéressants. Voilà, c'est tout. Très bien, c'est noté. Je vous donne les informations. Comme on vous l'a dit au début, ce webinaire s'inscrit dans un cycle de 4 webinaires qui auront lieu les prochaines semaines. Le suivant aura donc lieu mardi prochain de 10h à 13h. Il sera sur ce qui a déjà été un peu évoqué à l'instant, c'est-à-dire quand l'action se situe à la frontière du droit. Nous aurons de nouveau Marie-Angèle Hermite et Francis Château-Renaud sur le militantisme légal et la désobéissance, et Gus Massia, Jean Matrin, Gérano Apotheker qui nous parleront de différents types de tribunaux alternatifs. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur ce webinaire et sur les prochains webinaires sur le site science-société-démocratie.org. Vous avez les contacts, vous avez les informations aussi sur le pad dont j'ai mis le lien dans la partie conversée. Et pour toute question, vous pouvez nous contacter à ssd@sciencecitoyenne.org, en sachant que, comme on vous l'a dit, ce cycle de séminaire s'inscrit dans un travail qui n'a pas commencé hier et qui ne s'arrêtera pas demain. L'objectif pour nous, c'est d'outiller les chercheurs engagés, les mouvements sociaux, citoyens, environnementaux. Donc, on aimerait élaborer des fiches pratiques, enfin des outils en tout cas, qui soient utilisables par les différentes personnes concernées. Et pour ça, on vous invite à nous rejoindre si vous êtes intéressé, ne serait-ce que pour être informé, ou si vous pouvez contribuer aussi à l'élaboration de ces outils. Du coup, il me reste à remercier l'ensemble des intervenants et intervenantes. Christelle nous a dû s'absenter plus tôt. Merci beaucoup à toutes et tous, et en espérant vous retrouver la semaine prochaine, même heure, avec un lien différent, mais vous avez toutes les informations pour vous inscrire et pour rejoindre le webinaire mardi prochain. Merci à tous.